c'est pas possible. Bon, c'est l'épisode 27 ou quoi? Je sais pas. Wesh. Alors, voilà, ce soir encore un épisode en comité normal, mais court, parce que pas de news, parce que en fait, autre chose à faire, et que la préposée qui fait ça bien, elle n'est pas là. si, on a une news. Elle est en reportage. Elle est en reportage, voilà, Ah oui Série Mania. On a une news, ce que j'ai partagé sur le WhatsApp tout à l'heure. Oui, on va le faire après. Mais en tout cas, il y aura, si je me trompe pas, donc du jeu, en plus c'est ça. Du duel. Du cinéma et de la littérature, voilà, tout simplement, et quelques petits trucs en plus. Et tout ça, c'est l'épisode 27 de l'hebdo de Culture Club Sandwich, et on lance le générique. C'est quand même le seul son qui fonctionne du premier coup, quoi. Mais c'est le plus important. Ouais. Il réagit au doigt. Et seulement au doigt. Bah dis donc. C'était un titre de film porno. Elle réagissait au doigt. Et à l'œil, mais ça c'était chelou. Oui, c'était un œil de verre. C'était l'œil de verre, effectivement. Oh mon Dieu, c'est horrible. Comme Patrick. Mais il est décédé. Oui, mais c'est la blague avec Jean-Marie, c'était pareil, il est décédé aussi. Hein. Jean-Marie de verre. À l'œil de verre. Ah oui. Quelqu'un ne comprend pas. Tu me racontes. Donc ce soir avec moi, il y a Cécile et Élodie. Salut. Faut parler culture et pas d'œil de verre. Hein. On précise quand même, il faut. Très peu de connaissances dans le domaine. Ouais, vraiment, on s'arrête là, quoi. Ouais, non, on va s'arrêter là, effectivement. On va, pas d'actu comme je le disais, on va directement passer à mon actu de ce que j'ai fait cette semaine, parce qu'apparemment je suis le seul à faire quelques petits trucs, en tout cas essayer de faire des trucs pour occuper l'esprit, surtout. En fait, ce qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est des vidéos de personnes qui font du camping dans des endroits divers et variés, et parfois en limite urbex. Voilà, plus des vidéos de gens qui retapent des vieilles maisons. Des trucs qui durent bien longtemps, avec de jolis paysages de montagne, et qui sont tout doux, et avec des gens qui parlent tout doux aussi, et ça fait du bien. Moi, j'avoue que sur les maisons, je suis plus à aller voir les maisons des influenceuses quand elles font leur home tour, et de me dire, oh mon Dieu, leur maison est tellement grande et bien rangée. Je suis si jalouse. Voilà, mais pareil, moi la moitié de mon TikTok en fait c'est des gens qui ont acheté genre un manoir et qui commencent à démolir et se disent oh là là on a fait une connerie. Oups. C'est une autre façon. Moi c'est plutôt dans le sens où en gros ils arrivent à faire vraiment quelque chose avec. D'ailleurs dernièrement moi je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Scout Outdoors, et en fait c'est un Canadien anglophone, comme j'avais dit je pense la semaine dernière, Steve Wallace, qui lui faisait du camping un peu partout. Scout Outdoors, lui, il a acheté une espèce de maison bien délabrée sur une petite île au Canada, et son truc c'était de la retaper, mais vraiment quand je dis qu'elle est délabrée, il y avait une face de la maison qui en fait ne tenait plus avec la maison. Mais il a un joli chien. Bon ça va alors. Il a une, oh le chien il est mignon. Il a une femme qui l'aide aussi de temps en temps, et ils sont vraiment tous les deux très mignons. Tu vois qu'il est plein de bonne énergie, et ça fait juste du bien de voir ça. Tout comme aussi un truc j'avais un peu mis de temps à regarder, et puis en fait Adrien Méniel a fini par me convaincre de jeter un coup d'œil à Détective Renan, ce fou qui fait Paris-Tokyo en voiture, avec une 104 qui date de 1970. Oh mon Dieu. Elle a 50 ans la voiture. Elle roule toujours. Elle a quelques petits problèmes sinon de temps en temps. Sinon c'est compliqué quand même. Non, mais parfois c'est pas tout à fait gagné parfois, voilà. Et il a fait tout un trajet où en gros il est obligé d'éviter des endroits où il y a la guerre, tout simplement. Même s'il va devoir passer 6 fois la frontière russe. Donc il a dû demander des visas qui coûtent très cher. Il va passer par
la Corée du Sud, via Busan, il y a un ferry qui va jusqu'à un endroit au Japon. Mais le problème, c'est qu'après, il y a des endroits où il est obligé de passer, vraiment contourner, par exemple, la Corée du Nord, contourner d'autres trucs, il passe par la Mongolie, il passe par plein de trucs. Là, il est arrivé dans sa 4e vidéo, il était passé à Turquie. Ok. Voilà, au bout d'une vingtaine de jours. Complètement taré. Complètement taré, mais c'est rigolo et c'est vrai que la dernière vidéo se termine sur un gars qui bougeait pas trop et il a un peu klaxonné, et puis en fait le gars il a fini par s'arrêter à côté, il essaie de lui parler, il dit, et puis ça se finit là-dessus, tu dis pour les casseurs pète la gueule. Ah, il est encore en vie, il a posté, il a envie. Bah, c'est ce que je me dis, mais il y a des moments où vraiment tu te dis mais il prend des risques de fou. Ça a changé avec les Express. Ben ouais, voilà. Et non, il est assez rigolo. Et le running gag, c'est qu'il se fait un McDo dans chaque pays où il va. Pour essayer tous les trucs. Je vais tellement regarder ça en fait. Mais ça, voilà, c'est des trucs qui, la dernière durait un peu moins d'1 heure, mais en général, ouais, c'est quand même bon 45 minutes, 50 minutes. Même chose pour Scout Outdoors, qui, ben voilà, ça dure tout ça, presque heure. Et puis moi, ça me fait du bien. Parfois je le regarde comme ça, parfois en fond, et ça relaxe pas mal. Trop bien. Mais je ne fais pas que ça, parce que sur YouTube, juste avant l'enregistrement, j'ai découvert une web série dont j'ai regardé les 3 premiers épisodes, parce que les épisodes durent 2 minutes, 2 minutes et demie, et ça s'appelle Sauce Piquante. Donc si vous avez aimé Bloqué, voilà l'ancienne aussi série, là c'est 3 colocs qui vivent dans un appartement et qui arrivent des petits trucs rigolos, genre ils achètent une pizza et puis en fait il n'y a pas assez de pizza pour tout le monde, et ça part dans des délires de questionnement de comment on va le couper, etc. Ou alors il y a un gars qui s'appelle Dieu, mais il n'est pas sûr que c'est Dieu, il pense que c'est juste un clochard qui est venu squatter, et un autre épisode où il y a un des colocs qui est tombé amoureux d'une fille qui pense qu'elle s'appelle Erta. Voilà. Et c'est vraiment très drôle, ça dure pas longtemps, c'est facile à regarder. Franchement, je suis tombé totalement par hasard dessus. Donc, comme quoi, le hasard, encore une fois, des algorithmes ne fonctionne pas trop mal. Tout comme niveau musical, justement, ça c'est mon dernier point. J'ai découvert une artiste folk country qui s'appelle Joby Riccio. Joba. Ah non. Je me suis retenue très fort. Effectivement, Joby Riccio, qui est donc originaire du Colorado, et si vous aimez la voix de Johnny Mitchell avec un peu de Sheryl Crow et des ballades, des morceaux un peu doux, country folk, franchement foncez, c'est une bien belle découverte. Et puis bon, les quelques vidéos que j'ai vues aussi en live, c'était bien sympathique. Ça change un peu. Ok. Donc ça, c'était mon actu de ce que j'ai vu cette semaine, entre 2-3 parties de Balatro, parce que maintenant Balatro il est installé. Il est sur le téléphone. Sur la Xbox, sur le téléphone, sur la tablette. Balatro. Balatro, c'est la vie. J'essaie de pas retomber dedans. Je me retiens, mais ça me j'étais manque. content. J'étais content de mon temps d'écran sur mon téléphone qui était redescendu à 1h15 de moyenne. Et là, je suis ponté à 3h30. Donc je sais que c'est à cause de Balatro, je le sais. Ah, mais ça... Balatro... Oui, mais c'est pas grave, parce que tu te fais travailler ton cerveau, c'est pas du temps complètement perdu à scroller. Comme dirait un grand philosophe, c'est le bien qui fait mal, tu vois. C'est ça. Ouais, mais je pense que c'est vrai que comme tout le monde, au bout d'un moment, j'en aurais un peu marre, ou je tournerais un peu en rond, et je le laisserai de côté, quoi. Mais tu d'autant plus que, comme il est dans le Apple Arcade, donc, que j'ai l'abonnement, justement, il est gratuit. Il est sur Xbox, dans le Game Pass, et j'ai l'abonnement aussi. Donc finalement, j'ai pas payé Balatro, mais je l'ai partout. C'est un peu comme les alcooliques qui ont planqué des bouteilles partout dans la maison. Fred, il a Balatro un peu partout. C'est ça, effectivement.
Et puis ben voilà, tout doucement, on commence à comprendre comment ça marche et qu'on peut skipper des blinds, voilà, parce que bon, c'est pas toujours très utile de toutes les faire. Ah, mais Et puis on râle parce que on n'avait pas bien lu que le boss, c'était juste, t'avais droit à un coup et puis c'était fini. Putain de merde. Et tu recommences à zéro et puis. T'as pas le droit de gérer les pics alors que t'as tout basé sur tes pics et t'as que du pic dans ton jeu et tu fais ah bah c'est dommage. Oui, c'est ça. Ah, tous les pics ils marchent pas. Ah, je peux pas mettre que 4 cartes, il faut que j'en mette 5. Ah putain, de merde. Bon, bah, je mets n'importe quelle carte et puis voilà, t'es content. J'ai fait n'importe quoi. Non, voilà, c'est assez cool. C'est assez cool. Mais bon, je suis pas le seul à faire des choses quand même parce que il y a quelqu'un qui regarde un film qui est encore plus vieux que d'habitude. C'est ce que t'as dit. Oui. Non, oui, c'est vieux. Non, parce que tu fais référence à quoi j'ai dit que j'avais ressorti des jeux vidéo qui dataient d'il y a très très longtemps. Oui. Et ben, les jeux vidéo sont moins vieux que le film. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un hurler I'm mad as hell and I'm not going to take this anymore? Parce que c'est devenu une phrase culte et qui vient d'un de mes films préférés qui a effectivement plus de 40 ans. Mais qui, ironie du sort, semble plus pertinent que jamais. Et en fait, aujourd'hui, je vous parle de Network, un film réalisé par Sidney Lumet, et c'est un véritable chef-d'œuvre du cinéma satirique qui décortique avec un cynisme acéré le monde de la télévision et de l'information spectacle, on va dire, de l'info... Je sais pas comment on dit en français. Mais bon, bref... du Joe Rogan et compagnie. Sorti en 1976, du coup, voilà, vous faites le calcul. C'est un film qui met en scène Peter Finch dans le rôle d'Howard Beale. C'est un présentateur de JT qui, alors qu'il est sur le point d'être licencié, il annonce en direct qu'il va se faire sauter la caboche. Et plutôt que de le faire taire, ça va être tout l'inverse, parce que l'annonce va susciter un tollé et ça va booster les audiences. Jump. C'est exactement ça. Du coup, Bill, il va se transformer en Bill. Mon ami Vincent. Non, c'est Phil. Merde. Phil. Mon ami Phil, Vincent. Tu fais vachement bien. Ouais, je sais. Elle fait la girafe, elle fait le Bill, le Bill, C'est vraiment un couteau suisse des talents. Et français. Oui, français. Bill, du coup, va se transformer en prophète cathodique instrumentalisé par la chaîne qui l'embauche. Et autour de lui gravitent des figures tout aussi fascinantes. On a Faye Dunaway qui incarne Diana Christensen, une productrice ambitieuse qui voit en Bill une manne inespérée pour le succès de sa chaîne. Et on a William Holden qui joue Max Schumacher, un journaliste désabusé qui tente de résister à la machine cynique des médias. Parmi mes choses favorites de Network, on a son écriture, parce qu'on a un scénario qui est écrit par Paddy Chayefsky, et c'est vraiment une démonstration de maîtrise. C'est une critique acide et visionnaire de la course à l'audience et du sensationnalisme. On a une mise en scène de Lumet qui est très sobre et très efficace et qui laisse toute la place au dialogue très percutant et à des performances d'acteurs absolument exceptionnelles. On a un Peter Finch qui livre une prestation vraiment habitée. D'ailleurs, il aura un Oscar posthume pour ce rôle. Et en face, on a Faye Dunaway qui est absolument glaçante et fascinante, qui campe vraiment parfaitement l'arrivisme impitoyable de son personnage. Et c'est vraiment une tête à claque, mais elle le fait absolument terriblement bien. Et visuellement, en fait, Network, c'est pas vraiment un film qui utilise des artifices, parce que Sidney Lumet, en fait, il préfère adopter une approche plutôt réaliste qui renforce l'impression d'être C'est quand même con de ne pas utiliser d'artifice quand t'as un nom qui ressemble à la Lumette. Désolé. J'avoue, mais il y a beaucoup de lumière. Ça peut marcher aussi. On est dans une ambiance plutôt réaliste où on a vraiment l'impression d'être face à une vraie émission de télé. On a une esthétique très froide des plateaux et on se balade aussi dans des bureaux qui sont pas très accueillants finalement. Et ça permet d'installer une espèce d'atmosphère assez oppressante et hyper réaliste. Et côté bande-son, c'est assez discret, mais ça sait mettre en valeur la tension dramatique de l'histoire. Bon, s'il fallait vraiment chercher un défaut à Network, c'est peut-être que c'est très très verbeux.
ça peut rebuter certaines personnes qui préfèrent une narration plus dynamique. Mais bon, c'était les années 70, on aimait bien parler beaucoup et faire très peu d'action. Mais voilà, si vous aimez un peu le dialogue, on a vraiment des tirades qui sont un régal. Vraiment, c'était l'époque où on avait des vrais dialoguistes et c'est vraiment un plaisir à écouter. C'est vraiment un miroir tendu à la société et c'est vraiment difficile de pas être captivé par la montée en puissance du film. C'est très tendax, mais on peut pas décrocher du film. C'est incroyable. Et au-delà du simple récit, en fait, Network va poser la question essentielle: jusqu'où les médias sont-ils prêts à aller pour capter notre attention? Et même si en 76 on pouvait parler de dystopie, finalement aujourd'hui, avec la multiplication des buzz médiatiques et des polémiques orchestrées pour faire de l'audience, on pourrait presque croire que Chayefsky était devin. Ou peut-être qu'il était juste très bien renseigné et qu'il savait de quoi il parlait. C'est peut-être une possibilité aussi. Je pense, un film qui a une expérience ciné et intellectuelle absolument incontournable. Ça parlera autant aux amateurs de grands classiques du ciné que aussi à ceux qui s'intéressent juste à l'évolution des médias. Comme quoi, on verra que depuis les années 70, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Par contre, voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit un film assez exigeant où le propos prime sur l'action, parce que visuellement, il ne se passe pas non plus énormément de choses, quoi. C'est la vie d'une chaîne de télé. Et ça parle beaucoup, mais c'est très intéressant. Même si vous dites peut-être, 76, c'était il y a longtemps, vas-y, c'est chiant. Mais non, allez-y, parce que c'est vraiment une œuvre visionnaire. C'est brillamment écrit, c'est brillamment interprété. Et c'est vraiment, en fait, toujours d'actualité, surtout à notre époque. C'est un film coup de poing. Ça fait réfléchir. Et c'est disponible sur Amazon. Et je vous garantis que vous n'allez pas oublier de sitôt Howard Beale et son célèbre coup de gueule. Donc allez-y, c'est de la bonne. Merci bien. Alors c'est disponible sur Amazon, mais en France, parce que j'ai regardé du côté belge. Flûte. Non mais voilà aussi, quelle idée de l'autre côté de la frontière. On peut le louer. Oh, bon, on n'est pas trop mal ici. Hein. On n'est pas si mal. Comment ça? Pas si mal. Pas si mal. Effectivement. Cécile, donc toi du coup, c'est du côté de YouTube, mais pas que. C'est l'heure du duel, comme nous avons dit tout à l'heure. En fait, oui. Ça remonte à très loin. Souvenez-vous, un jour, il y a eu un animé Yu-Gi-Oh! Peut-être C'était vous avez regardé ça quand vous étiez jeune. Moi, j'avais même le manga, que j'ai toujours d'ailleurs à la maison. J'ai les 30 et quelques tomes sur mon étagère. Donc j'aimais beaucoup mais bon, c'était il y a 20-25 ans, quoi. Chut. Et je vois parfois passer sur YouTube le fait que Yu-Gi-Oh! Continue sa petite vie, notamment via le jeu de cartes qui est inspiré donc du manga et de l'anime. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui collectionnent, notamment, enfin moi je suis un peu Doc7, et Doc7 fait beaucoup de collections de cartes Yu-Gi-Oh! Il a une chaîne dédiée là-dessus. Mais voilà, je m'y suis pas réintéressée, même si j'avais beaucoup aimé le matériel de base. Et on en revient à Balatro. Je me suis mise à suivre Mister MV. Alors je le suivais pour ce qu'il faisait avec Fibrotique sur Game of Roll, mais je suivais pas sa chaîne perso. Et à un moment, il a fait une série Balatro, et où il a joué beaucoup. Les épisodes sont très bien. J'ai adoré regarder ces parties sur Balatro. Ça m'a aidé aussi à cerner un peu plus le jeu, et donc je me suis abonnée. Et récemment, MV a posté sur sa chaîne de nouvelles vidéos dédiées à Yu-Gi-Oh! Parce que pour les 3 ans de leur jeu free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel, donc c'est un free-to-play qui permet de jouer aux jeux de cartes à collectionner en ligne sur les différentes plateformes, les consoles. Je crois qu'il est dispo à peu près partout. PlayStation, Xbox, Steam, téléphone, vous l'avez partout. C'est du free-to-play, donc voilà, vous y rentrez, vous n'êtes pas sortis. Vous pouvez acheter des cartes, mais voilà, sinon, vous vous connectez tous les jours, etc. Vous gagnez des cartes, tout ça. Et ça vous permet de jouer au jeu, de vous retrouver, d'être un maître des cartes, et vous pouvez faire vos duels. Et pour les 3 ans du coup du jeu, Konami a fait un événement qui est plutôt bien pensé, parce que moi je suis tombée dedans. Ils ont pris des streamers de 4 pays, donc la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, et ils ont pris des streamers qui ne jouent pas à Yu-Gi-Oh! Pour toucher bêtement une audience qui ne joue pas, parce que si on prend des joueurs, forcément leur audience connaît déjà le jeu et est déjà hypée, hooked.
Et ben non, ils ont pris des novices, et le but c'était qu'ils fassent 4 entraînements avec des big boss, des coachs. Donc nous en France, on a Mister MV qui a joué donc le novice et qui était coaché par Xari et Zulu. Zulu que j'avais découvert dans Poker Society aussi, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est très sympa. Je n'y connaissais rien en poker à part Balatro. Donc franchement j'avais passé un très bon moment sur le jeu de poker et j'avais bien aimé Zulu. Et là ça confirme en le voyant en coach. Il est très très bon coach pour Yu-Gi-Oh! Parce que le jeu est très complexe. Il faut avouer que moi, de ce que je me souviens du manga, c'était quand même plutôt simple. Il fallait connaître les cartes, mais il n'y en avait pas tant que ça, surtout qui étaient utilisées habituellement dans l'animé. Et c'est plutôt chaque personne avait son deck particulier. Donc, pour expliquer un peu Yu-Gi-Oh!, chaque joueur a un deck de cartes dans lequel il y a des monstres, des magies, des pièges qui peuvent poser sur un plateau pour faire un combat entre ces cartes. On compare l'attaque, la défense des différents monstres et on fait agir les magies et les pièges pour donner des conséquences particulières. Le but étant de détruire les points de vie adverses, donc il faut détruire tous ces monstres pour pouvoir l'atteindre lui directement et attaquer directement ses points de vie. Le principe global, c'est ça. Sauf que maintenant, le nombre de cartes est ahurissant. Vraiment, c'est très compliqué. Et un deck, moi, de mon époque, il y avait un deck. Maintenant, il y a 2 decks. Il y a un deck plus ce qu'ils appellent l'extra deck. Enfin, la machinerie est très, très, très complexe. Donc, pour quelqu'un de novice, d'arriver à faire des combats, à faire un vrai duel de Yu-Gi-Oh! Qui ressemble à quelque chose, c'est très compliqué. Là, MV a eu, je crois, 4 séances de coaching de 2 heures. Et ensuite, il a fait le fameux, donc ils ont appelé le duel des titans. Bon, bah les titans, c'est des novices, mais pourquoi pas, hein. Allons-y, les titans. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Le fait de découvrir, moi, en tant que novice, du coup, de partir du même point que MV, de voir découvrir déjà le principe de base, parce que voilà, quand on a des connaissances très faibles sur le jeu, voilà, de découvrir maintenant comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec les monstres, comment on les sacrifie, comment on invoque des monstres, voilà, quelles sont les nouvelles mécaniques qu'il y a eu depuis ces 20 dernières années quand même, de où on en est dans le jeu maintenant. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Toute la partie coaching est vraiment sympa parce que donc Zulu est très didactique, il explique vraiment bien, donc il a adapté un deck pour que MV puisse le jouer avec des cartes, en fait, une mécanique qui est assez... Elle n'est pas simple, mais on va dire que plusieurs cartes permettent d'arriver à la même fin, à la même finalité, au même monstre final. Donc, il a plein de portes d'entrée pour arriver au même endroit. Il y a des decks qui sont beaucoup plus complexes, où il y en a plein de stratégies qui vont se croiser, où c'est beaucoup plus dur. Là, il a essayé de lui prendre... Il lui a dit, c'est un deck qui peut être très puissant, t'as plein de façons d'arriver à la fin. Par contre, c'est vrai que si t'arrives pas à faire ce pourquoi le deck est créé, c'est-à-dire invoquer le gros monstre, si tu ne peux pas invoquer ce gros monstre-là, bon, ça va être un peu galère. C'est vrai qu'il y a des fois où il commence la partie, il voit la main qu'il a piochée. Bon, on va relancer une partie, parce que là, tu ne t'en sortiras pas. Et c'est intéressant aussi parce que donc ils font des duels en miroir, donc les deux jouent le même deck. Mais après, ils font aussi des duels où Zulu joue un autre deck et donc il explique d'autres cartes. Et donc ça, c'est intéressant de voir ça permet de voir plusieurs stratégies au fur et à mesure des différentes séances de coaching. Et à la fin, il y a donc le duel des titans, pareil, qu'on suit avec le POV de MV. Et là, moi, ce que j'ai trouvé frustrant, c'est que au moment des coachings, ils ne connaissaient pas, et c'est normal, ils ne connaissaient pas entièrement tous les decks qui allaient être joués. Donc, nous et MV, on connaît pas les cartes. On sait pas ce qui se passe en face, en fait. On voit plein de mouvements sur le plateau. Il se passe plein de trucs. Il y a plein de cartes qui sont piochées, qui sont jouées, qui sont jetées. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc ça, c'est vraiment le côté dommage. Et surtout que pendant, du coup, le duel des titans, les coachs ne sont pas présents. Donc on n'a pas les explications de Zulu. On n'a pas, ah bah tiens, là, il fait ça ou quoi. Donc j'avoue que par moment, dans les duels, il y a MV qui est un peu perdu, qui fait « je comprends rien à ce qu'il fait ». Et surtout, le temps des duels est assez réduit.
ce qui fait qu'on n'a pas le temps de lire toutes les cartes, on n'a pas le temps de comprendre toutes les actions. Là où pendant les séances de training, c'est ça qui est bien, c'est que toutes les actions sont expliquées. On nous dit, bah tiens, voilà, cette carte-là, va y avoir cette réaction-là, tu peux faire ceci ou cela pour l'empêcher. Et je trouvais ça, voilà, moi ce que j'aime beaucoup, c'est tout cet aspect stratégie, réflexion. Et c'est vrai que au final, voilà, la finalité de tout ce training, le duel des titans, les fameux jeux qu'ils font à la fin, j'ai trouvé ça moins intéressant parce qu'on est un peu perdu et on a du mal à suivre toutes les actions, même si par moment, il y a les coachs qui peuvent revenir en vocal entre les matchs pour dire « Ouais, ça c'est bien, t'as fait ça, c'était cool ». Mais c'est surtout une analyse du jeu de MV pour lui permettre de faire d'autres combats que vraiment une analyse de ce qui a été fait en face. Donc voilà, si le Yu-Gi-Oh! Ça vous a plu à une époque, si ça vous intéresse de voir voilà, le jeu à collectionner, enfin le jeu de cartes ou du coup la version en ligne, moi j'ai installé le jeu, j'ai testé, la prise en main est assez simple, vous avez pas mal de tutoriels, vous pouvez quand même commencer à apprendre un petit peu à jouer. Après voilà, vous avez un retard forcément d'apprentissage qui est énorme parce que pour bien jouer, il faut connaître toutes les cartes pour pouvoir anticiper ce que peut faire l'adversaire. Donc ça, c'est compliqué. Mais voilà, moi je considère que ça, c'est une bonne porte d'entrée. Vous allez voir, vous allez découvrir le jeu avec un novice aussi. Donc vous allez avoir des techniques, vous allez apprendre à jouer un deck parce que vous allez savoir, à la fin du training, vous allez savoir plutôt bien jouer le deck que MV a joué. Et voilà, moi, si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, moi je vous le conseille, j'ai passé un très bon moment. Ok, très bien. Donc, tout ça, tu retrouves en replay sur Twitch et YouTube alors. C'est ça, sur le YouTube de MV, mais aussi sur le YouTube de Zulu, et je pense même de Xari. Xari n'était pas là à tous les entraînements, mais il était là. Mais bon, après, je vous conseille le POV de MV, c'est celui qui était novice, donc c'est celui qui est le plus intéressant à suivre, je trouve. Oui, sur lequel on peut se raccrocher le plus. C'est ça. Ok, très bien. Donc là, de mon côté, moi, ma reco de cette semaine, c'est un roman, un troisième tome dans d'une saga, en fait, plutôt, troisième tome d'une deuxième partie de saga, pour être clair, c'est Les Années Glorieuses de Pierre Lemaitre avec le livre donc qui s'appelle Un avenir radieux. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Pierre Lemaitre ou en tout cas lu celui-ci. Donc les Années Glorieuses et il y avait une autre partie avant dont j'ai oublié le nom. Ça suit une famille, la famille Pelletier, ici pendant les 30 Glorieuses en fait justement jusqu'à cet épisode-ci où on arrive en 59 et on suit cette famille avec leurs péripéties entre Paris et Beyrouth avec du côté très familial, des affaires un peu de famille, de société, de création de compagnie aussi, de journalisme, un peu aussi de meurtre, léger mais quand même. Léger le meurtre, mais léger. En fait, non, il est très violent, mais c'est un truc qui est toujours un peu en fil rouge pour un personnage. Et j'ai pas envie de divulgacher parce que ça reste intéressant dans la façon dont c'est montré. Et donc ici, on se retrouve avec donc le troisième partie où les parents de toute cette famille-là qui vivaient jusque-là à Beyrouth reviennent du côté de Paris avec leur petite fille qu'ils ont quasiment élevée parce que sa mère est une connasse finie. Il faut bien le dire, qui est assez même violente et très 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 odieuse. Mais légère. Non, elle est légère par rapport à un autre personnage. J'essaie de ne pas divulgacher parce que voilà, dans les meurtres, il y en a quand même sur 3 livres, il y en a 4 qui restent impunis. Voilà. Exactement. Et je suis choqué, mais en même temps, voilà, vu comment se termine celui-ci, je me dis qu'il a pas tout à fait fini de raconter les histoires. On a dans cet épisode un côté un peu espionnage et hommage à John le Carré niveau espionnage avec toute une partie à Prague où justement on a un personnage qui est à la base journaliste qui va se retrouver un peu forcé à devenir un espèce d'espion et
ça tournera comme ça tournera. C'est absolument haletant. C'est un page turner. C'est super bien raconté. C'est une façon très très naturelle de raconter les histoires. Voilà, ça va pas par quatre chemins. On voit bien les personnages, on voit bien les images, et les lieux. Et moi, je l'ai donc ici écouté sur Audible. Autant les 2 premiers épisodes, c'était Pierre Lemaître qui les lisait. Ici, ce n'était plus lui. Il les lisait très très bien. Ça donnait quelque chose en plus. Mais là, vraiment, j'ai trouvé ça très bien raconté. C'est quand même de sacrées briques. Hein. Faut pas se mentir. En temps de lecture, on est sur un petit 15 heures quand même. Et on tourne autour de 600-700 pages le tome. Mais ça se lit à une vitesse assez folle parce qu'on ne s'ennuie absolument jamais. On a envie toujours de savoir ce qui va arriver à cette famille-là. On s'énerve contre les personnages, contre ce qu'ils font, ce qu'ils sont aussi. Et voilà, moi j'ai adoré terminer cette partie de la saga qui était vraiment très très cool. Donc moi je vous le conseille. Donc Pierre Lemaître, Un navire radieux, mais surtout lisez les autres. Et je pense que tu grésilles là par contre, Cécile. Pardon. Oui. Je vous conseille bien entendu de lire. Même si on n'est pas obligé de lire les 2 parties, au moins lire cette partie des années glorieuses, donc Le Grand Monde, Le Silence et la Colère, et Un avenir radieux. Donc ça c'est à ajouter à votre liste si vous aimez un peu les fresques de personnages et de vie. Voilà. Et pour information, pour ceux qui ont un abonnement Spotify famille, c'est disponible sur le compte premium. Donc vous pouvez l'écouter gratuitement. Si vous avez l'abonnement qu'il faut. Si vous êtes chez Spotify, c'est soutien aux nazis. Oui, il y en a encore qui y sont. Ça devient difficile de ne pas trouver un endroit où il n'y a pas un soutien à quelque chose comme ça. C'est ça. On va retourner aux cassettes audio. Rendez-moi des cassettes. Non, mais c'est vrai qu'en fait, pour les contenus audio, enfin pour les livres audio qui ne sont pas audibles, les spécifiques audibles, leur exclusivité, la plupart vous les retrouvez maintenant sur Spotify. Beaucoup de maisons d'édition de livres audio ont fait des contrats avec Spotify, donc vous en retrouvez beaucoup. Alors après, à savoir que par exemple là pour le Pierre Lemaître, le problème se pose que vous n'avez que 12 heures d'écoute disponibles par mois pour la personne qui tient le compte. Donc voilà, vous ne pouvez pas finir le livre. Après, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je le commence vers la fin du mois pour pouvoir enchaîner avec le mois d'après et ne pas avoir de pause dans mon livre. C'est ma petite astuce maison. C'est cadeau. Voilà, je viens de retrouver, c'était Au revoir là-haut, qui est la partie qui était avant cette partie-là justement, et qui se passe dans entre la Première Guerre mondiale et donc les 30 Glorieuses. Et donc on a là par contre c'est un roman beaucoup plus sombre sur les horaires de la guerre. Et dans les 3 que j'ai lus ici, il y a une partie qui se passe en guerre d'Indochine aussi. Donc c'est des trucs qui sont à chaque fois ancrés dans l'histoire sur des éléments qui ont existé ou qui ressemblent à des choses qui ont existé. Dans celui-ci, on parle de 2 incidents nucléaires de centrales qui s'étaient passées justement du côté proche de Prague et aussi du côté en Angleterre. Il a changé juste un peu les noms, mais ce sont des choses qui sont réellement arrivées à ces années-là. Et il est toujours appuyé par des historiens et historiennes. Et là, pour celui-ci, il disait qu'il avait été un truc qu'il ne fait quasiment jamais. Il s'est rendu sur place à Prague pour pouvoir justement avec une guide, pour pouvoir un peu connaître l'histoire de la ville, ses coins, etc., pour rendre le tout beaucoup plus réaliste dans la partie justement espionnage. On pouvait se transposer grâce à ça, quoi. Donc voilà, moi c'était mon coup de cœur de la semaine.
Donc ça fait quand même pas mal de choses, hein, à regarder, à lire, à le jouer. Hein. En 30 minutes, on a réussi à vous conseiller quand même pas mal de choses déjà. Donc il va falloir noter, hein, rejouer à Yu-Gi-Oh! Ou au moins regarder les vidéos de Mister Envy. Sinon, vous pouvez aussi aller voir, essayer de trouver justement Network, main basse sur la TV, le titre français. Oh Ah oui, pardon. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Voilà. donne Et puis envie. lisez du Père Lemaître pour résumer. Et puis voilà, j'ai pas mal de choses aussi. Et une petite série, une web série. Ouais, et partez faire du camping aussi, c'est Et bien. partir faire du camping, oui. Ou regarder des vidéos de camping et rêver de pouvoir partir faire ça. Monter une Dans les tente dans montagnes. votre salon. Ah si, Ouais. et il y a les Funko Pop Psyche qui arrivent. Enfin, il y a un duo Sean et Gus qui va arriver chez Funko. Et moi, on regarde Psyche, on fait un Ouais, rewatch. moi je vois et moi, je suis ça. contente. Et à côté, je vois les Polly Pocket The Office. Ah, moi, on m'a offert le Polly Pocket Friends pour Noël, tu vois, j'étais contente. Oui, ben voilà. Ouais, non, mais ici, il y a le Polly Pocket The Office, donc ça va dans tous les sens. Il y a trop de trucs. Il y a plus juste de pas sous. assez d'étagères, c'est ça le vrai problème. Tu focalises pas sur le bon truc. Et pas assez d'étagères, effectivement, pas assez peut-être de sous pour ce genre de choses. Oh. Voilà. Franchement, manger, c'est surfait. Bon, puis on a 2 reins, on peut bien en laisser un. Franchement, Ouais, mais lequel choisir? celui d'un des enfants. J'avais pas prévu comme ça. On va terminer sur ça, je pense que ça va être très très bien. Léger, cas- on a dit, léger. 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 Ouais, ce sont des crimes qui ne sont pas légers, mais d'autant plus que dans le troisième, je trouvais que il était beaucoup plus violent dans ses détails de certaines choses. Bref, j'ai Comme pas la envie sauce de piquante, divulgacher. ça pique. Ça pique, effectivement, ça pique. Est-ce que ça pique autant que Bon Jovi? Non? Il pique Bon Jovi? Je Je sais pas, est-ce qu'il s'il a une pique. barbe de 3 jours, à la limite. mais- On va lui demander. Tu piques Bon Jovi? Il a dit non. Ah, tu vois, c'est R2D2 qui a mangé de la sauce piquante. Il pique les Ah. oreilles, surtout. Oui, ben oui, j'ai beau le baisser à chaque fois, ça va trop fort. Enfin bref. Bonne soirée. Bisous. Bye.